Vous avez l'intention de développer un produit digital? Un site? Une application? Un espace connecté? Oui, mais vous ne savez pas par où commencer. Inspirez. Vous aider à vous repenser, à innover et à conduire le changement en douceur? C'est l'objectif de l'interview objective. Partez avec nous à la rencontre de professionnels qui ont surmonté ce défi. Découvrez comment ils ont conçu, designé et fait la promotion de leurs produits digitaux, en interne comme en externe. Expirez, c'est parti. Anton, bonjour. Bonjour. Merci de participer à ce premier épisode de la saison 2 d'Objective. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc moi, c'est Anton. Ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille. Je ne me rajeunis pas. J'ai commencé dans le conseil, plutôt en management, en stratégie d'entreprise, on va dire un grand groupe un peu traditionnel. Et j'ai progressivement basculé vers la start-up, le monde du digital. J'ai d'abord créé une boîte qui faisait une application de conseil pour PME. Et après qu'on ait revendu ça, j'ai basculé dans le monde de l'IA conversationnelle avec Coldesk et nos Callbots. Ok, top, bah, merci. Coldesk, on vous a connu pour recontextualiser dans le Pépite Checker, le programme de Tessie, Ah. dans lequel on Mhm. est Limpide et Coldesk partenaires. Est-ce que tu peux présenter votre solution rapidement avant qu'on commence les questions? Carrément, ouais. Du coup, Coldesk, c'est une entreprise qui a été créée fin 2016, début 2017, qui fait ce qu'on appelle des callbots, c'est-à-dire des assistants conversationnels vocaux pour entreprises. Donc pour grand groupe, c'est pour remplacer les, tu sais, fameux taper 1, taper 2 quand tu appelles une boîte, et par des assistants qui finalement ont un peu les mêmes fonctionnalités que Siri ou Alexa, c'est-à-dire qu'ils sont capables de comprendre en langage naturel ce que tu vas dire et d'apporter une réponse à ton problème. Ok, bah, très bien résumé, merci. Effectivement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ces fameux bots pas forcément très humanisés de taper 1, taper 2. Et justement, ça c'est une première question enfin, ça nous amène sur la première question. Comment est-ce que vous avez mesuré le besoin utilisateur à la création de l'outil? Et aussi, on peut l'élargir à ton arrivée chez Coldesk aussi. Comment tu as fait évoluer justement le besoin, enfin, comment tu as mesuré le besoin utilisateur? Alors, Coldesk, donc, nous à la base on fait des bots et au début on n'avait pas d'application. On était une boîte très tech, notre CEO et notre CTO, c'est lui qui a un peu conçu le produit bot, si je puis dire, qui tourne lorsqu'un appelant appelle notre solution, donc avec toutes les briques de compréhension du langage, de traitement du langage, de synthèse vocale, etc. Et au début, lorsqu'on livrait un bot pour un client, on le codait. Donc c'était un peu une boîte noire, c'était littéralement du code. Le client ne voyait pas vraiment ce qui se passait tant qu'on ne lui avait pas livré une première version à essayer à appeler, et ça mettait un peu de temps. Et ça, c'était avant mon arrivée, où il n'y avait pas vraiment d'équipe produit encore chez Coldesk. Les techs s'étaient déjà dit, il faut qu'on puisse aller plus vite et il faut qu'on puisse partager ce qu'on fait, qu'on puisse visualiser aussi ce qu'on est en train de développer comme script, parce que finalement, quand tu vas développer un bot, pardon, tu vas développer un script, c'est-à-dire que tu vas définir quels vont être les échanges, quelles vont être les branches, les parcours possibles pour l'appelant. C'est un peu comme quand tu fais un site et que tu définis tes pages. Là, tu vas définir quels vont être les échanges, les conversations possibles. Et donc, ils se sont dit qu'ils allaient créer une application en interne, par les techs, pour aller plus vite, pour faire moins d'erreurs aussi dans le code et éventuellement partager aux clients ce qui se passait. Donc, moi, je suis arrivé dans ce contexte-là. On avait donc à l'époque, ce qu'on appelait le Builder, qui était une application à moitié du code, à moitié de l'interface visuelle, où tu pouvais designer tous tes flux conversationnels. Et une de mes premières missions, ça a été de rendre cette application qui était très puissante déjà, mais encore une fois très tech, utilisable par des non-tech chez nous. Donc nous, on a des équipes CSM qui sont responsables de la qualité d'un projet bot pour un client. Et très vite, on a voulu que ce soit eux qui construisent les bots. Parce que pour être responsable de la qualité de quelque chose, il vaut mieux l'avoir construit. Ça aide à savoir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Et du coup, on a rendu cette application un peu tech-free, c'est-à-dire avec une UX pas extraordinaire, pas au niveau B2C encore, mais où tu n'avais pas besoin d'ouvrir un manuel ou de demander à un tech sur Slack qu'est-ce que voulait dire telle ou telle action. Ensuite, on a eu un deuxième step avec l'application qui s'appelait encore le Builder à l'époque, qui a été de l'ouvrir aux clients.
on s'est dit, nos clients, qui sont encore une fois des grands groupes, donc ça va être des équipes projets dans ces grands groupes, ils veulent savoir où en est leur bot en termes de performance, en termes de capacité. Éventuellement, ils veulent peut-être même l'entraîner un petit peu, lui faire apprendre de nouvelles choses. Et du coup, on a ouvert cette application vers des personas pour la première fois extérieurs à nous. Donc, on parle bien d'une application qui était très interne au début et qui progressivement est allée vers l'écosystème de nos clients, puis nos partenaires. Et donc, ça m'amène à la troisième phase, qui a été la phase partenaire, où on s'est dit finalement, dans ce milieu qui est le milieu du centre de contact, on a plein de typologies d'acteurs différents et eux peuvent tous avoir un besoin d'usage sur notre application. Typiquement, il y a d'autres éditeurs de logiciels de centre de contact. Ces gens-là, ils vont déployer leur logiciel et ils pourraient avoir besoin de nous pour mettre de l'IA dans la solution qu'ils vont proposer. Du coup, on a développé des intégrations et ces gens-là sont devenus aussi des personas pour lesquels on a optimisé le produit. Donc voilà, à la grosse, on se déploie et dès qu'on identifie des usages potentiels par des acteurs différents, des personas différentes, on refait une petite discovery produit pour s'assurer du bloc de features qu'on va développer pour eux. Effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a deux choses là de la méthode qui sont cool. C'est l'amélioration continue, d'y aller par étapes et aussi centré autour de l'utilisateur. Et quelque chose qui nous amène à la deuxième question, c'est comment, dans un cadre comme ça, quand tu arrives dans une boîte très tech, enfin des équipes très tech, et imposer cette vision produit, UX, quelque chose qui est assez dur souvent, c'est d'aligner les visions, les objectifs. Et du coup, comment tu as fait pour définir et répondre aux objectifs stratégiques, business, utilisateur, produit? Qu'est-ce que tu as mis en place pour y arriver? Alors, je suis parti de la vision de la boîte. On avait une vision à l'époque qui est toujours vraie, c'est vraiment notre North Star, notre vision globale, qui est qu'on veut rendre un peu ces lettres de noblesse au service client. Aujourd'hui, quand tu appelles une marque, une boîte, parce que ton téléphone ne marche plus, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais parce que tu as acheté des chaussures et qu'elles sont trop petites, j'en sais rien, et que tu ne sais pas comment les contacter sur Internet, bah, tu vas décrocher ton téléphone et tu, tu te doutes que tu ne vas pas passer un bon moment. Tu te doutes que l'expérience, elle va être longue, qu'il va y avoir de l'attente, que les options qui vont être proposées ne vont pas exactement correspondre. Voilà, tu n'as pas envie de le faire. Et donc, nous, notre vision, c'était comment est-ce qu'on fait avec la techno qu'on a aujourd'hui à notre disposition pour que les gens aient envie d'appeler. Ou à minima, qu'ils n'aient pas envie. Qu'ils ne procrastinent pas la chose parce qu'ils se disent que ça va être lourd. Du coup, on est parti de cette vision de rendre sa lettre de noblesse et on a essayé de la décliner. Et très tôt, on s'est dit, on a deux typologies d'utilisateurs. On a les appelants, bien sûr, qui vont appeler nos entreprises clientes et les équipes projets de ces entreprises-là. Et le meilleur moyen de décliner une vision qu'on ait trouvée chez nous, après, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais nous, ça a bien marché, ça a été de la transformer en valeur. De se dire, un peu comme les valeurs, toute proportion gardée de la République, liberté, égalité, fraternité, c'est des valeurs, mais on sait qu'on ne les atteindra jamais dans l'absolu. C'est des idéaux vers lesquels on essaie de tendre. Et ben nous, à notre petite échelle, on essaie de faire la même chose, c'est-à-dire de se dire quels sont les états, les outcomes, pour parler un peu anglais, qu'on aurait envie d'atteindre et qui seraient un peu ce pourquoi on se lèverait le matin. Et du coup, on en a défini à la fois côté appelant pour nos bots et côté client pour notre app. Et on en a 4, je ne vais peut-être pas forcément faire les 4, mais 2 qui sont très marquantes. Côté appelant, on se dit que finalement, il y a plein de moyens de ne pas réussir à faire ce que tu veux quand tu appelles un service client. Parce qu'il y a trop d'attentes, parce que tu ne trouves pas l'option, etc. Et ben nous, on a pris un peu le problème à l'envers et on s'est dit, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait aucun appelant qui soit laissé de côté. C'est une de nos valeurs qui est sur le mur aujourd'hui dans nos locaux, c'est No Caller Left Behind. Voilà. Pour chaque situation, même si le mec a un énorme accent, même si les conseillers ne sont pas disponibles derrière, il faut qu'on lui propose une solution, qu'il ne soit jamais face à une impasse. Ouais. Et côté client, il faut savoir qu'on est dans une industrie qui est très, entre guillemets, à l'ancienne. C'est des logiciels très complexes qui mettent des mois, voire des années à se vendre et des mois, voire des années à se développer. On a déjà vu des projets où entre l'expression initiale du besoin et la mise en prod, il s'est passé 2-3 ans. Ouais.
Et nous, on arrive avec une vision peut-être un peu plus SaaS, un peu plus moderne en termes d'outils, et on se dit, bah, quelle est la valeur qu'on a envie d'amener pour disrupter un peu tout ça? Et on s'est dit, bah, ça existe déjà dans le B2C, c'est le plug and play. Tu télécharges une application sur ton iPhone, ça marche tout de suite. Bah, il n'y a pas de raison que notre application, elle ne marche pas de la même manière. Et du coup, on a plug and play apps. Toutes les applications qu'on va proposer à nos clients, elles doivent être utilisables en un clic. Voilà. Et ça, c'est le genre de choses, bah, quand tu arrives au bureau, tu vois ça et tu dis, ah ok, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça correspond à ces valeurs ou pas? Très intéressant, bah, c'est top. Et c'est marrant parce que ce que tu disais sur justement cette temporalité de vente ou de projet qui peut être très longue, nous, c'est aussi ce qu'on met en place sur nos projets. On cadre beaucoup en amont. Après, c'est des projets un peu différents, mais on cadre en amont et justement, on fait en sorte de briser cette barrière du temps très long en avant-vente parce que c'est assez facile à formaliser avec le client et en projet, parce que c'est des projets qui sont courts et qui t'amènent à un résultat qui est direct palpable, quoi. C'est tout ce qui est méthodo agile et ce qui plaît aussi sur certains grands comptes. Et, D'accord. euh, et pour la vie du produit, de votre app, quelle méthode et outils utilisez-vous pour designer l'expérience au quotidien? Alors, sur le studio, du coup, qui est une application SaaS relativement classique, entre guillemets, on fait beaucoup de discovery avec nos clients, avec nos partenaires. Aujourd'hui, on a des pools, entre guillemets, de personas qui vont se connecter. On va avoir à la fois nos clients directs auxquels on a vendu un projet. On va avoir nos partenaires éditeurs de logiciels. Donc, c'est des très grosses boîtes souvent qui ont un logiciel installé, utilisé par énormément de clients d'entreprises. Et nous, on va s'intégrer avec eux. Et dans le cadre de cette intégration, on va les former à utiliser notre logiciel pour qu'eux-mêmes puissent proposer des solutions intégrées. Donc, on va faire aussi des discoveries avec eux sur comment est-ce qu'on peut mieux s'intégrer, à quel moment. Finalement, nous, on est un peu un petit poisson qui arrive dans un océan où il y a déjà des requins, des baleines bien établis. Donc, il faut juste trouver le moyen, un peu comme les poissons pilotes, il faut trouver le bon endroit où se mettre à côté d'eux pour nager un peu avec eux. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec eux, trouver la bonne approche, la bonne combinaison, qu'est-ce que nous on leur apporte, qu'est-ce que eux peuvent nous apporter et travailler comme ça, toujours dans une logique de déployer ça pour des clients finaux. Et l'avantage de cette industrie, c'est que en plus des partenaires, tu as plein de petits intégrateurs qui sont des plus petites boîtes qui, eux, vont prendre les logiciels des éditeurs de centres de contact et qui vont les déployer chez des clients. Et en fait, au moment où on a compris ça, on s'est rendu compte que nous, on faisait un peu le travail d'un intégrateur au début, quand on vendait en direct, alors qu'on a un ADN plutôt tech, plutôt d'éditeur de logiciels. Et donc, c'est là qu'on a fait un espèce de mini pivot où on s'est dit, il faut qu'on continue à faire de la vente directe parce que ça nous permettra de rester au plus près de nos utilisateurs, à la fois les clients et leurs appelants. Si on s'en détache, on commence à se faire des idées, à théoriser et finalement, on va dévier un peu de leurs besoins. Mais il faut qu'on adapte notre logiciel, notre studio, pour qu'il soit utilisé par tous ces acteurs de l'écosystème. Les partenaires, les intégrateurs et nos clients directs. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on va réfléchir quand on pense à une feature. Déjà, on va partir de ce que nous disent tous ces gens-là. On va se dire, est-ce qu'il n'y a pas des besoins communs qui émergent un peu? Et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de craquer tous ces problèmes via une solution commune? Et quand on commence à réfléchir à cette solution, on va aller voir chacun d'entre eux pour leur proposer les prototypes et commencer à itérer un peu en crabe comme ça. Le partenaire nous dit quelque chose, l'intégrateur nous dit autre chose, le client nous dit une troisième chose. Et à la fin, on va vraiment essayer de communaliser. Donc ça, c'est un peu pour la méthode. On a aussi parfois des clients, des gros clients historiques qui vont nous demander un développement custom. Au début, on aurait dit oui tout le temps. Et c'est un peu un fonctionnement de SS2I, tu vois, parce que tu te mets à faire des trucs très custom pour tes gros clients. Très vite, on s'est dit, on ne veut pas arrêter pour arrêter. Tout le monde peut avoir des bonnes idées. Tout le monde. Mais il faut au maximum essayer de dézoomer par rapport à l'idée, pas partir tête dans le guidon dans ce que veut le client, pour prendre la température à côté, demander si ça peut intéresser les autres et créer quelque chose de vraiment industrialisé dès le début. Donc ça, c'est vraiment notre état d'esprit. On prend du feedback de partout et on essaye, quand on sent qu'il y a quelque chose à creuser, de bien faire entre guillemets la tournée des popotes, prendre tous les besoins
créer quelque chose en interne. Souvent, on utilise Figma pour le prototypage, voire même du dessin. Hein. Alors aujourd'hui, on le fait un peu moins, évidemment, mais on aimait beaucoup faire des discoveries physiques. Tu arrives, tu fais ton atelier, tu mets des post-it, tu classes les problèmes. Enfin, c'est la méthode du design thinking qui est vraiment appliquée au monde de l'entreprise. Et ça marche très bien. Et, et derrière, une fois qu'on a une idée de notre prototype basse fidélité, on passe sur de la haute fidélité en appliquant notre design system. Et après, ça part en développement et on fait tester à tout le monde, bien sûr, avant de réaliser. Et en termes d'outils, justement, votre design system, vous l'avez créé, vous, en interne, vous êtes basé sur des solutions distantes, vous avez... Alors, on l'a créé en interne pour tout ce qui est branding et identité graphique. On l'a matérialisé à la fois dans Figma pour tout ce qui est interface et dans Google Slide pour tout ce qui est presse. Mais bon, dans le B2B, on fait beaucoup de presse, beaucoup de slides. Mais on essaie vraiment de l'appliquer à la toute fin. C'est-à-dire on essaie de faire en sorte que l'UI soit un sujet le plus tard possible. Ouais. Parce que finalement, on est assez au clair sur l'image qu'on veut renvoyer à travers notre UI, mais on a des vrais challenges UX à craquer avant. Finalement, on utilise une nouvelle technologie sur de nouveaux usages sur lesquels les utilisateurs ne sont pas vraiment encore... ils n'ont pas encore atteint un niveau courant. Donc, tout le monde va un peu avoir ses idées et c'est très important pour canaliser tout ça, de débarrasser tout l'aspect, entre guillemets, habillage et pour vraiment se concentrer sur l'expérience. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. On fait beaucoup de crayons et de papier. On trouve que ça marche toujours très, très bien. Et au moment où on se sent prêt, on transforme ça dans Figma, on le crée en prototype cliquable, mais on envoie un prototype cliquable le plus possible en wireframe. Et quand tout le monde a validé, là, on met l'habillage. Parce que souvent, on se rend compte que sinon, les feedbacks vont plus porter sur la forme ou la couleur du bouton que sur l'expérience globale qu'on essaie d'apporter. Ouais. Effectivement, nous, on s'en est rendu compte. On mène pas mal de projets avec Testapic pour tester nos prototypes ou d'autres outils, hein, mais ou même en interne. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ce que tu dis, c'est un vrai sujet parce qu'on a des projets où sur le test UX, enfin le proto UX, on a des retours. On passe sur le test proto UI. Et en fait, ça nous fait faire des retours en arrière parce que l'habillage, le design, joue aussi dans la compréhension du prototype et de la compréhension des parcours. Et pour ça aussi, il faut parfois, une fois que le projet est lancé et développé, le produit, il faut aussi parfois tenir la main de l'utilisateur pour lui apprendre à utiliser l'outil. Et c'est le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est comment est-ce que vous assurez la promotion de l'outil, du studio, avec vos utilisateurs pour que eux soient à l'aise dessus et soient autonomes une fois que vous l'avez mis en place chez eux? Alors, c'est une bonne question parce que c'est un produit qui est très complexe et qu'on espère complexe et pas compliqué, ce qui n'est pas forcément la même chose. Et on essaye de le simplifier au maximum dans l'usage. Donc, ce qu'on a fait quand je te parlais tout à l'heure on est parti d'un produit très tech, par les tech, pour les tech, à un produit vers l'extérieur, nos clients, nos partenaires. À chaque fois, on essaie de se poser la question de qui va l'utiliser, au sens quelle persona, quelle responsabilité il a dans l'entreprise et du coup, quels sont ses jobs to be done. Et pour nous, le format de départ, l'élément qui fait vraiment référence autour des besoins d'un utilisateur, c'est le job to be done. Notamment lorsque tu es dans une équipe projet B2B avec des mecs qui viennent du client, des mecs qui viennent du partenaire, des mecs qui viennent de l'intégrateur. Ils sont là pour une raison, ils ont un taf à faire. Donc le job to be done prend tout son sens par rapport à une application B2C où peut-être tu vas vouloir aussi te distraire, faire du loisir. Ils ne sont pas là pour se distraire à la base avec nous. Donc on essaie de partir de leur job to be done et on se dit quel est le rôle qu'ils vont avoir dans notre studio. Et on a défini du coup plusieurs rôles. Aujourd'hui, on a le build qui nous permet de créer des bots, qui est un peu le rôle initial et qui est le plus compliqué, mais qui est aussi le plus créateur de valeur, parce que sans build, tu n'as pas de bot, tu n'as rien. Après, on a le monitoring qui te permet de surveiller les performances de ton bot, les KPI, et aussi écouter les appels, lire les transcripts des appels. Et on a la supervision qui te permet d'entraîner ton bot, de lui faire apprendre de nouvelles choses, de lui faire vocaliser des choses. Donc,
qui ne va pas changer la manière dont le bot est censé fonctionner, mais qui va changer son fonctionnement aujourd'hui ou demain. Tu vois, par exemple, ça va être des petits réglages. Donc, soit tu surveilles, soit tu fais des petits réglages, soit tu construis. Et pour chacun de ces rôles, on a développé un parcours de formation avec une petite certification, donc un petit examen à la fin qui est sous forme de Google Form, on pose des questions, et une partie pratique aussi sur le studio, qui nous permet de dire tel utilisateur a atteint le niveau pour faire du monitoring, de la supervision, du build. Et on lui émet littéralement une petite certif, un petit diplôme, bon, ça mange pas de pain, mais ça fait toujours plaisir. Et du coup, on sait que tous les utilisateurs qui ont ce rôle-là, ils vont savoir utiliser l'application. Et c'est ça qui nous rassure aussi on donne un truc qui est peut-être encore un peu trop compliqué, peut-être pas assez fini, mais dans lequel on a onboardé nos utilisateurs. Ouais. C'est intéressant cette notion de certification parce que c'est toujours sympa, tu vois, c'est toujours marrant et tu peux accrocher ton diplôme chez toi avec ta femme et tes enfants, tu es très fier d'avoir la certification. Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs qui l'ont fait, mais peut-être un jour. Non, non, mais par contre, l'idée est intéressante parce que forcément, il y a toujours c'est presque une gamification, quoi. On rentre dans le truc, on a envie d'avoir le diplôme. Et derrière, pour vous, ça vous assure un bon usage de la solution. Et Voilà. ce qui est primordial, parce que faut que l'utilisateur soit content et satisfait à la fin. Et il faut aussi, et surtout même que personne ne casse, entre guillemets, la prod. Ça, c'est notre grande peur en B2B, c'est casser la prod. Ah, on a cassé la prod, il y a le feu au lac. Du coup, casser la prod, c'est par exemple mettre sur un numéro de téléphone, parce que finalement, nos bots, ils tournent sur des numéros de téléphone, une version qui est cassée. Et vu qu'on a des centaines, des milliers d'appels par jour, t'imagines bien que si par exemple sur un bot qui a 3 branches, il y en a une qui ne marche pas, tu as Ouais. 300 mecs qui vont se faire raccrocher par jour. C'est inadmissible. Et donc, c'est pour ça que tu dois à la fois mettre des checks dans l'application, mais former tes utilisateurs à éviter les erreurs les plus courantes. Ouais. Bah, c'est un beau mot pour la fin. Et en tout cas, très intéressant. J'invite nos spectateurs à regarder ce que Codesk fait. On mettra le lien dans la description. Merci Anton d'avoir discuté et à bientôt. À bientôt, j'espère. Alors, convaincu ? Vous avez l'ambition de changer le quotidien de votre entreprise en développant votre produit digital ? En tant qu'agence, Limpide vous accompagne et vous forme au métier du product management. Contactez-nous.